Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, on parle des différentes étapes de fabrication, mais ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas la seule vidéo sur le sujet et vous aurez de l'information plus tard dans le cours où nous décrirons plus en détail chacune de ces étapes. On mesure avec différents instruments que vous connaissez et utilisez à tous les jours. La règle, par exemple, a une double fonction. Elle permet de tracer des lignes droites et de mesurer des longueurs. La règle a l'avantage d'être résistante et facile à transporter. Par contre, elle n'offre pas une précision au-delà du millimètre. Le rapporteur d'angle permet de mesurer un angle au degré près. On peut l'utiliser lors du traçage des lignes afin de prévoir des pièces à façonner, mais aussi à la fin de la fabrication d'une pièce afin d'en vérifier les dimensions. L'équerre permet aussi de mesurer certains angles, comme l'angle droit par exemple. Son utilisation est plus rapide et plus simple que celle du rapporteur d'angle. Règle générale, l'équerre mesure de façon plus précise un angle droit que le rapporteur d'angle. Son utilisation est très répandue puisque l'angle droit est très souvent mesuré lors de la fabrication d'objets et ce dans différents domaines comme la construction, l'ébénisterie ou le soudage-montage. Évidemment, l'angle de 90 degrés n'est pas le seul angle qu'on peut mesurer avec des équerres. En combinant les équerres, on peut aussi mesurer des angles de 15, 30, 45, 60 ou 75 degrés. De plus, l'équerre permet aussi de vérifier si deux droites sont parallèles. On peut aussi utiliser d'autres outils pour mesurer des longueurs ou des angles. Si le ruban à mesurer est très utilisé dans le domaine de la construction, c'est qu'il est compact et se transporte plus facilement qu'une règle. Il n'est cependant pas plus précis. À première vue, le pied à coulisse ressemble à une règle. Il a comme fonction de mesurer des petites pièces avec une précision allant au millième de centimètre. On y retrouve une règle et une partie coulissante qui se nomme le vernier. Il offre la possibilité de prendre trois types de mesures. La dimension d'une pièce grâce à ses becs extérieurs, le diamètre d'un trou grâce à ses becs intérieurs, ou la profondeur de ce trou à l'aide d'une sonde de profondeur. Il existe aussi des équerres combinées. Plus commodes, celles-ci permettent de s'appuyer sur la pièce en offrant une plus grande précision. Pour les autres angles, une fausse équerre permet de sauver du temps lorsqu'on doit répéter une mesure plus qu'une fois. De plus, elle aussi peut s'appuyer sur le bord de la pièce. L'action de mesurer vient souvent de pair avec l'action de tracer. Le traçage se fait généralement avec un crayon de plomb, un crayon gras ou une craie, selon les matériaux à marquer. On peut aussi tracer le centre d'un trou à percer sur du métal à l'aide d'un pointeau. Pour s'en servir, on le place perpendiculairement à la pièce, la pointe à l'endroit où l'on veut percer le trou. On frappe ensuite le pointeau avec un marteau. Le creux ainsi créé dans le métal aide au positionnement du foret de la perceuse. Il est important de prendre le temps de tracer avant de couper ou de percer. D'abord, ça permet d'éviter des erreurs de coupe. Ensuite, en traçant à l'avance les coupes à faire sur un panneau de bois, par exemple, il est possible de maximiser l'utilisation des matériaux achetés. On peut ainsi éviter de gaspiller des matériaux. Le façonnage, c'est l'étape de fabrication au cours de laquelle le constructeur modifie la forme des matériaux. Il peut changer la forme en enlevant de la matière ou en le déformant. On appelle aussi cette étape l'usinage de la pièce. À l'aide d'une scie, le constructeur enlève une partie du matériel. C'est ce qu'on appelle le sciage. Il existe différentes sortes de scies pouvant effectuer des coupes variées, comme des lignes droites ou des lignes courbes par exemple, dans des matériaux variés comme du bois, du métal, du plastique, du béton. Une lame de grosses dents coupe plus vite, mais elle fait une coupe plus grossière.
C'est parfait pour couper le bois de charpente. Une lame avec de plus petites dents coupe moins vite, mais elle fait une coupe plus nette. Il existe des lames différentes selon les matériaux aciés. En effet, la dureté de la lame, la taille et la forme des dents varient selon si vous désirez couper du bois, du métal, du plastique ou du béton. Il faut donc retenir qu'il est possible de scier une grande variété de matériaux, mais il est important d'utiliser la lame appropriée. Le constructeur peut aussi enlever une partie du matériau en creusant un trou cylindrique du même diamètre que le forêt utilisé. C'est ce qu'on appelle le perçage. Habituellement, le forêt est fixé à une perceuse qui permet de lui faire une rotation rapide et qui facilite grandement le travail. Il est possible de percer plusieurs types de matériaux comme le bois, le métal et le béton. Règle générale, un forêt sert à percer les bois durs, les métaux et le béton. Les mèches sont utilisées pour les matériaux mous comme le bois et le plastique. Pour les différencier, il faut regarder la tête de l'outil. Une mèche comprend une pointe centrale et une partie aplatie, alors qu'un forêt a une tête plus conique et un corps plus cylindrique. À l'aide d'une fraise, le conducteur crée un trou en forme de cône afin de pouvoir loger la tête de la vis lorsqu'elle sera vissée dans le matériel. Ainsi, la tête de la vis ne dépasse pas. Une fraise ressemble à un forêt, mais la fraise enlève le matériau sur les côtés et non sur la tête de l'outil. Lors du tournage, le constructeur enlève une partie du matériel en maintenant une lame sur la surface d'une pièce en rotation. On utilise souvent ce procédé pour créer des pattes de chaise ou des pattes de table en bois avec des motifs variés. Le constructeur désire parfois créer des filets autour d'une tige afin de pouvoir la visser dans un trou taraudé. C'est le filetage. L'outil pour créer ces filets autour d'une tige s'appelle une filière. Une fois le trou percé, il est nécessaire de créer des filets pour pouvoir y accueillir la vis, surtout si les matériaux sont plus durs, comme les métaux. C'est le taraudage. L'outil pour créer ces filets à l'intérieur du trou s'appelle un taraud. Au moment du cambrage ou du pliage, à l'aide d'une plieuse ou manuellement, le constructeur plie le matériau à un angle donné. Évidemment, cette technique ne peut être utilisée qu'avec des matériaux malléables comme les métaux. Au moment du formage, à l'aide de divers outils comme des marteaux, des enclumes ou des maillets, le constructeur courbe le métal selon son désir. Lors du moulage, le constructeur crée un moule résistant ayant la forme désirée. Ensuite, il fait couler le métal fondu dans le moule et le laisse se solidifier. Finalement, il enlève le moule et obtient l'objet voulu. Cette technique est très utilisée avec les plastiques et les métaux. Le plastique fondu est souvent injecté ou soufflé dans des moules où il durcit avec la forme désirée. On appelle cela l'injection soufflage. Une fois la pièce usinée, il est temps de faire la finition. Pour s'assurer que la pièce soit jolie ou pour que la peinture adhère bien au matériau, il est recommandé de procéder au ponçage, si vous préférez, de sabler les pièces. On assure ainsi un fini plus lisse. Le constructeur peut aussi polir la pièce pour lui donner un fini brillant. Afin de protéger les pièces de la rouille ou de la dégradation, ou simplement pour changer de couleur, le constructeur applique une peinture ou une teinture. Il peut aussi, dans certains cas, ajouter un vernis. L'assemblage se fait parfois avant la finition, parfois après.
Il y a plusieurs façons d'assembler des pièces. Pour les meubles, par exemple, on préfère habituellement cacher les clous et les vis. Bien que plus coûteuse que le clou, la vis assure une meilleure stabilité. La colle est pratique, rapide et peu coûteuse, mais elle nécessite un temps de séchage. Généralement, pour assurer une bonne adhésion, on utilise un serre-joint pendant le séchage. On doit aussi essuyer le surplus de colle qui a tendance à déborder du joint. Le boulonnage est pratique et solide. Par contre, il est apparent et peut parfois être accrochant. Le soudage consiste à faire fondre un fil de métal entre les deux pièces assemblées et de le laisser refroidir ensuite. Il existe plusieurs techniques de soudage, dont certaines sont plus complexes. Un joint soudé offre une certaine étanchéité. C'est la raison pourquoi cette technique est utilisée en plomberie notamment. Comme pour le boulonnage, le rivetage offre une solidité, mais elle ne peut pas être démontée. Moins accrochant que le boulon, le rivet demeure tout de même apparent. Le maçon fait des joints de ciment entre les briques ou les pierres pour les tenir en place. Cette technique peut paraître simple, mais attention, le ciment doit avoir la bonne quantité d'eau et il ne faut surtout pas perdre de temps. Plus complexe dans sa fabrication, l'emboîtage est l'assemblage le plus discret. C'est d'ailleurs la raison pourquoi elle est principalement utilisée dans la construction de meubles. On la combine souvent avec le collage pour assurer une longévité à l'assemblage. Les pièces sont parfois directement emboîtées comme un casse-tête, mais on utilise parfois des tenons, petites pièces entièrement cachées dans la structure, telle que le présente l'animation. On utilise d'ailleurs souvent des goujons, petites pièces cylindriques comme tenons. Et c'est ce qui met fin à cette capsule, j'espère qu'elle vous a plu et sur ce, je vous dis à la prochaine.